Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Désormais, tous les mardis, montée des couleurs à Kosiam, en présence du personnel militaire et civil, avec à sa tête le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Un geste pour susciter la cohésion et l'unité nationale. 13 000 personnes pendues pendant 5 ans dans une prison syrienne. Amnesty International dénonce ces pendaisons de masse qui ont concerné des opposants au régime de Damas. Militaires et civils côte à côte pour la montée des couleurs au palais présidentiel. À travers ce symbole, la présidence du Faso avec le chef de l'État en tête donne l'exemple d'une attitude citoyenne et républicaine. Il s'agit, dit-on à Kosiam, d'assurer pleinement les responsabilités pour l'unité et la cohésion nationale. Reportage Adama Giti, Moumouni Soubega. Ce mardi 7 février, il est 7h30 à la présidence du Faso. Tout le personnel militaire, paramilitaire et civil est mobilisé pour la montée des couleurs nationales. À travers cette levée des couleurs, le personnel de la présidence du Faso entend ainsi donner l'exemple en matière de bonnes pratiques. Une levée de couleurs qui sonne également comme un appel de Roch Marc Christian Kaboré à plus d'amour pour la patrie, mais aussi à l'unité et à la cohésion nationale. Le chef de l'État a souhaité que la présidence du Faso donne l'exemple et le meilleur exemple, les bonnes pratiques en tout. Et cette cérémonie de levée de couleurs participe de sa volonté de faire en sorte que nous puissions assumer pleinement nos responsabilités et faire en sorte que le pays vibre à l'unisson dans la cohésion pour continuer à bâtir le Burkina Faso. À partir de ce mardi, la levée des couleurs est désormais instituée ici à Kosiam. Elle sera exécutée tous les premiers mardis du mois. Formation des acteurs judiciaires du Burkina sur le contentieux de la CEDEAO. Une rencontre d'échange qui permettra aux praticiens du droit de renforcer les capacités sur le droit communautaire. Il s'agit en particulier du champ de compétences de la Cour de justice de la CEDEAO et le droit processuel applicable devant cette Cour. Reportage Pawadrogo Janzongo Arunamare. Ces praticiens du droit du Burkina Faso s'informent ici sur le contentieux de la Cour de justice, la CEDEAO. C'est une formation consacrée au renforcement des compétences des acteurs judiciaires du Burkina, en particulier les avocats. Elle va porter sur le droit processuel et les compétences de la Cour de justice de l'espace communautaire. La formation est initiée par le barreau du Burkina avec le concours de la Cour de justice de la CEDEAO. Bien des normes liées à l'intégration économique et intéressant au plus haut point les citoyens de nos États restent délaissés, ne donnent lieu à aucune saisine de la Cour. Pour le bâtonnier de l'ordre des avocats du Burkina, la formation continue fait partie de l'obligation légale des avocats. Des chefs de juridiction et de parquet participent à la formation. L'intervention devant la Cour de justice de la CEDEAO, les voies de recours devant la Cour sont des modèles à développer au cours de la rencontre. L'efficacité des actes devant la Cour, notamment sa saisie, les conclusions à produire et la plaidoirie devant elle nécessitent une parfaite connaissance des procédures applicables devant elle. La présente formation prend fin le 10 février prochain. La Cour de justice, la CEDEAO, veut également recueillir les difficultés rencontrées par ces praticiens afin d'instaurer un dialogue avec les juridictions nationales. Un dialogue dont les fruits vont profiter aux populations de l'espace communautaire. Le Japon au chevet des réfugiés maliens du Burkina. L'ambassadeur du pays du soleil levant a séjourné la semaine dernière à Dori pour exprimer sa solidarité aux réfugiés du camp de Goudébou. Une visite qui a permis de passer en revue les activités du HCR et de ses partenaires dans ce camp. Reportage Alexis Ouedraogo, Bernard Diasso à Dori. C'est la deuxième fois l'ambassadeur du Japon au Burkina visite le camp des réfugiés de Goudébou. Ces communautés maliennes étaient obligées de quitter leur patrie à la suite de la crise sociopolitique de 2012. Et dans un contexte où l'afflux de ces réfugiés a aggravé la situation humanitaire dans la région du Sahel, l'ambassadeur du Japon dit être venu leur exprimer sa compassion et sa solidarité. Le Japon va déployer tous les efforts avec nos partenaires
pour que les réfugiés puissent vivre tout d'abord dans la dignité. Et puis pour réaliser l'autonomisation des réfugiés. Dans ce camp de Goudebou, l'assistance financière du gouvernement du Japon, estimée à plus de 17 milliards de francs CFA, a permis entre autres au HCR de construire le centre d'accueil et d'enregistrement des réfugiés, y compris le centre artisanal. Ce montant a aussi permis à l'UNICEF d'assurer l'éducation des enfants et au PAM de réaliser le programme de nutrition dans ce centre de santé. Toutes les réalisations ont pu se faire grâce aux dons du Japon. C'est vrai, le Japon a toujours été un grand bailleur de fonds du HCR, pas seulement au Burkina. L'ambassadeur du pays du soleil levant s'est dit satisfait de constater que le partenariat entre son pays, le HCR, l'UNICEF, le PAM et le gouvernement burkinabé a permis d'améliorer les conditions de vie des réfugiés du camp de Goudebou. Une année riche en activités culturelles et touristiques passant en revue par le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. 2016 a été jugée satisfaisante par le ministre Tahirou Barry qui a encouragé tous les agents de son département à redoubler d'efforts pour renforcer les acquis en 2017. Les précisions de Moussa Ouedraogo, Ismaël Djiloma Sirima. Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme évalue ici le chemin parcouru en 2016. De nombreuses actions ont été menées pour favoriser l'expression et le rayonnement des acteurs et créateurs culturels. Toutefois, des difficultés ont émaillé ça et là l'atteinte des objectifs fixés. La tenue de 13 éditions des Trésors du Faso dans toutes les régions, avec en moyenne un public de 8000 personnes par soirée, qui a permis de décerner 183 trophées avec un accompagnement financier de près de 15 millions aux lauréats, la mise à niveau de 6 infrastructures culturelles et touristiques par leur réhabilitation et leur équipement. Les principales difficultés pouvant être retenues sont la situation sécuritaire nationale et sous-régionale assez préoccupante qui a affecté le secteur dans les différentes chaînes de valeur, la mise en place tardive du budget de l'État, gestion 2016, et l'adoption du nouvel organigramme de notre ministère ont quelque peu freiné le rythme d'exécution de nos activités. Pour 2017, le département de Tahirou Barry espère promouvoir davantage l'entrepreneuriat culturel. Mais pour l'heure, le succès de l'organisation du FESPACO 2017 retient toutes les attentions du ministère de la Culture. Le citron, fruit saisonnier, inonde actuellement le marché burkinabé. Les revendeurs de citrons sont présents au feu tricolore à Ouagadougou à la recherche d'une clientèle pas toujours facile à trouver. Le fruit n'est pas très consommé par les burkinabés et seuls les tenants de kiosques à café en sont demandeurs. Le dossier signé Siedilarienne, Fantakando, Ismaël Diloma, Sirima. Les sachets de citron constitués. La vente peut commencer. Nous sommes au feu tricolore à proximité du premier ministère à Ouagadougou. Il est 10 heures et Idrissa Ouedraogo propose ses agrumes aux usagers. Une activité qu'il mène depuis 4 ans. Un sachet coûte 500 francs. Si nous voulons prendre ensemble le sac qu'ils ont mis en blouse en venant là, ça ne dépasse pas 25 000. Mais comme nous voulons les gros là, pour avoir beaucoup de jus pour les clients là, nous payons 35 000. Bon, par exemple, si nous payons le sac là 35 000, bon, ça ne dépasse pas 15 000 que nous pouvons gagner dans le sac là. Mais dans les 15 000 là, s'il y en a le marché, nous pouvons gagner. Mais s'il n'y a pas le marché, bon, si tu vends aujourd'hui, si ça ne finit pas demain, tu ne peux pas vendre. Comme Idrissa Ouedraogo, ils sont une dizaine à vendre ces fruits verts ou jaunes à cette rue. Un commerce qui comporte pas mal de dangers. La circulation là, il y a certaines personnes qui vont circuler mal. Et dans ça aussi, bon, par exemple, il peut te coincer. Et encore, ils vont t'insulter de faire des choses comme ça. Donc, en tout cas, nous sommes ici là, on ne sait pas quoi faire. Sinon, nous-mêmes ne voulons pas ici là. Parce qu'ici là, plusieurs personnes nous prennent des voyous, des voleurs. Mais comme c'est nous qui veulons vendre là-haut, c'est pas, il faut qu'à chaque fois nous tenons courage seulement. Ils n'ont qu'à savoir bien faire. Comme ce bord de la route, voilà, ils n'ont qu'à tenir compte aussi des accidents. En se mettant plus loin,
et puis vendre. Celui qui veut vraiment, il va se mettre dans les conditions à côté pour prendre. Mais vouloir l'argent et puis courir derrière les camions là, ça aussi c'est pas bon. Le citron est apprécié pour accompagner le thé. Pas question donc pour les tenants des kiosques d'en manquer. Quand je vends le thé, je sers avec du citron pour que le goût aussi s'élève. Il y a beaucoup de clients qui demandent ça. Si on va prendre, si c'est 100 personnes, ceux qui ne veulent pas avec citron, ça ne dépasse pas 5. En attendant de trouver une activité plus rentable, Idrissa et ses camarades continuent leur commerce. Un commerce qui leur permet, selon le jeune homme, de subvenir à leurs besoins. Une loi visant à régulariser les colonisations sauvages dans les territoires occupés a été votée hier par la Knesset, le Parlement israélien. Ce texte permet à l'État de s'approprier des terrains privés palestiniens. L'adoption de cette loi a été vivement critiquée par les Palestiniens et l'opposition israélienne menée par le Parti travailliste. Le Parlement israélien souhaite régulariser les colonisations sauvages. La Knesset a voté ce lundi à 60 voix contre 52 une loi permettant à l'État de s'approprier des terrains privés palestiniens où les Israéliens ont construit illégalement. Les propriétaires spoliés se verraient simplement proposer par l'État une compensation financière. Plus de 800 hectares de terrain en Cisjordanie occupés deviendraient propriété d'Israël. Une ONG a déjà fait savoir qu'elle saisirait la Cour suprême. D'après la constitution israélienne, le droit israélien prévaut sur le droit international, explique cet universitaire. Donc le droit international ne constituera pas un argument très fort devant la Cour suprême. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'infraction, c'est simplement que l'argument ne sera pas considéré comme valable. La loi pourrait être ainsi approuvée par la Cour suprême, même si elle viole le droit israélien et le droit international. Depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis, le gouvernement de Benjamin Netanyahou a annoncé la construction de 6000 nouveaux logements en territoire palestinien, un procédé souvent considéré comme un obstacle à la paix entre Israéliens et Palestiniens. Le chef de l'opposition travailliste, Isaac Herzog, craint que cette loi rapproche les hommes politiques israéliens des tribunaux criminels internationaux. Le gouvernement syrien n'est pas à une dénonciation près. Selon Amnesty International, 13 000 personnes auraient été pendues entre 2011 et 2015 dans une prison syrienne. Le rapport de l'ONG se fonde sur des témoignages de gardiens, détenus et magistrats qui décrivent comment étaient éliminés les opposants à Hafez el-Assad. 13 000 personnes ont été pendues dans une prison syrienne. C'est la conclusion terrifiante d'un rapport d'Amnesty International. Selon l'ONG, le régime syrien a mené entre 2011 et 2015 une politique d'extermination dans la prison gouvernementale de Sednaya, près de Damas. L'organisation s'est basée sur les récits de 84 témoins, des gardiens, des détenus et des magistrats qui ont décrit avec précision la manière dont étaient tués les opposants politiques. Chaque semaine, habituellement le lundi et le mercredi, des groupes de 20 à 50 détenus étaient sortis de leurs cellules. On leur disait qu'ils allaient être transférés dans une autre prison, et à la place, ils étaient emmenés dans un autre bâtiment de la prison de Sednaya, où ils étaient pendus. Selon le rapport, les prisonniers étaient torturés, privés de nourriture et de soins et chaque jour, plusieurs mouraient du fait de la dureté des conditions de détention. Les corps étaient enterrés secrètement dans des fosses communes. Amnesty International, qui estimait avant le rapport à 17 000 le nombre de morts dans les prisons syriennes, dénonce des crimes contre l'humanité. Le sommet extraordinaire du G5 Sahel de Bamako et les décisions prises pour contrer la menace terroriste, c'est ce qui constitue l'essentiel de l'actualité dans les journaux de ce mardi. La revue de presse est signée Aimé Solange Yigma. Attention, les djihadistes marquent leur territoire, alertent le pays à propos des assassinats ciblés dans le nord du Burkina. La dernière manifestation de cette terreur, rappelle-t-il, est l'exécution à Yorsala dans le Lorum de Abdoulaye Diko, conseiller municipal, et de son fils de 7 ans. Avec ces assassinats ciblés, le pays craint que les populations ne finissent par adhérer à l'idéologie djihadiste pour sauver leur peau. Ce qui est sûr, nous confie Sidoya, ces menaces ont instauré dans le Sahel du Burkina un climat d'anxiété et de méfiance au sein de la population, surtout avec un nouveau dispositif sécuritaire qui rassure peu. Face à ces attaques, faut-il regretter le RSP, se questionne notre temps. Pour ce journal, si tu abats ton mauvais chien, c'est la chèvre du voisin qui te mordra.
La question de la sécurité au Sahel demande donc une solution urgente, souligne par ailleurs ce journal. D'où la tenue d'un sommet extraordinaire du G5 Sahel sur la situation sécuritaire au Mali et son impact dans le Sahel, nous informe notre temps. Citoyen indique à ce propos que le G5 décide de la mise en place d'une force conjointe qui se chargera de sécuriser d'abord les frontières entre les pays membres et ensuite de mener une guerre contre le terrorisme dans les États membres. Avec la création de cette force, aujourd'hui, au Faso nourrit l'espoir que si d'aventure les moyens suivaient, les chefs d'État du G5 Sahel trancheront enfin le nœud gordien du Nord Mali et de facto de tout le Sahel, même si c'est pour un temps. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.